Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Découverte. Les automobiles à essence contribuent largement à la pollution atmosphérique. Il est donc logique de chercher des alternatives. Ce soir, à Découverte, nous vous présentons un nouveau reportage sur la voiture électrique d'Hydro-Québec. Un véhicule unique qui a suscité de grands espoirs, mais dont l'avenir demeure incertain. Nous examinerons aussi les nouvelles techniques d'imagerie en 3 dimensions qui donnent un bon coup de pouce aux architectes et le lauréat de la bourse Fernand-Séguin 1996. Ce barrage hydroélectrique près de Montréal produit suffisamment d'électricité pour alimenter 3 millions d'automobiles électriques. Pensez-y, grâce à un seul barrage, on pourrait remplacer les 2 500 000 automobiles à essence du Québec par des véhicules électriques non polluants. Cette solution, en plus, serait tout à fait pragmatique, puisqu'ici, on produit d'immenses quantités d'électricité sans polluer l'air. Mais il y aurait une difficulté, et elle est taille. Pour convaincre les consommateurs du Québec d'effectuer un tel changement graduellement, il faudrait disposer d'un véhicule électrique dont les performances soient au moins équivalentes à celles d'une voiture à essence. Eh bien, justement, il n'y a pas si longtemps, Hydro-Québec semblait en bonne voie de mettre au point un tel véhicule. Aujourd'hui, ce prototype qualifié de révolutionnaire ne va nulle part. Et une équipe de découverte a tenté de savoir pourquoi. L'objectif est de faire en sorte qu'une automobile électrique conçue et fabriquée au Québec soit commercialisée partout dans le monde d'ici l'an 2000. 19 août 1994. En pleine campagne électorale, le premier ministre Daniel Johnson annonce un programme de 100 millions de dollars pour créer une industrie du véhicule électrique. Pour encadrer ce projet, il nomme un comité de 5 personnes, parmi lesquelles les présidents de Bombardier, d'Hydro-Québec et de Chrysler Canada. Nous sommes déjà là. Il y a déjà des acteurs dans ce domaine qui sont passablement plus avancés qu'on ne le soupçonne publiquement. Tout comme les dirigeants de Bombardier et Chrysler, Daniel Johnson était un des rares à savoir qu'une voiture intrépide, propulsée par 2 moteurs roues révolutionnaires, ferait une première sortie 2 semaines plus tard. Au volant, Pierre Couture. Il est l'inventeur de ces nouveaux moteurs avec son équipe de l'IREC, le centre de recherche d'Hydro-Québec. Ce sont des moteurs refroidis à l'air, dont la seule pièce mobile est le boîtier extérieur qui tourne avec le pneu. Pas d'engrenage, pas d'huile, pas d'usure. La force de rotation est purement magnétique et on la produit juste où on en a besoin, à 2 cm du pneu. Pas de perte, pas de gaspillage. 3 mois plus tard, en décembre 1994, Hydro-Québec oblige son équipe à sortir de l'ombre. Pierre Couture redevient chauffeur. Derrière lui, le nouveau président d'Hydro-Québec, Armand Couture. Cette technologie-là a une souplesse très grande à ce niveau-là, puisque tout est contrôlé de façon numérique. C'est par logiciel qu'on reconfigure la voiture. Plus qu'un moteur électrique, on présente aux médias le groupe de traction Couture, un concept global de voiture hybride, à la fois à essence et à l'électricité. Entre les roues arrière, une batterie qui sert normalement au démarrage des avions. Une batterie capable de cracher rapidement son énergie pour fournir de bonnes accélérations aux 4 moteurs. Notez que ces moteurs réversibles servent aussi à freiner la voiture. Ils deviennent alors des génératrices qui rechargent la batterie. Au bout de 65 km environ, la batterie sera quand même vide, mais elle se rechargera automatiquement à l'aide d'une génératrice actionnée par un moteur à essence. Les éléments du système sont gérés par ordinateur et reliés par fibre optique. L'ensemble réduirait de 85 % la consommation d'essence et donc la pollution. C'est d'ailleurs par souci de l'environnement que Pierre Couture s'était d'abord intéressé à l'auto électrique 20 ans plus tôt. Donc, l'idée originale, les premières réflexions ont commencé autour des années 73, suite à un embouteillage dans la région de New York.
j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de voiture qui bougeait. On était sur une autoroute à 8 voies. C'était immobilisé aussi loin qu'on pouvait regarder à ce moment-là. J'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là. Il y avait un petit pipeline de pétrole qui coulait dans l'environnement sans que personne n'en tire le moindre bénéfice. La crise de l'énergie a toujours été la première préoccupation de Pierre Couture. Pendant qu'il inventait son groupe de traction, il travaillait aussi au tokamak de Varennes. Il tentait de domestiquer la fusion thermonucléaire, l'énergie qui alimente les étoiles. Dans son livre sur l'aventure de la fusion nucléaire, l'historien Michel Trépanier raconte comment les découvertes de Pierre Couture lui ont valu une notoriété internationale. On retrouve aujourd'hui les dispositifs qu'il a inventés sur toutes les grosses machines de confinement magnétique à travers le monde. En 1990, Hydro-Québec décide d'investir dans la voiture à moteur roue. 4 ans plus tard, Découverte tournait son premier reportage sur le groupe de traction Couture. Aucune autre équipe n'a pu filmer dans ce laboratoire. Aucun autre journaliste n'a jamais conduit la voiture. Elle n'avait que 2 moteurs à l'époque, et un des 2 était en panne ce jour-là. On avait dû le retirer de la voiture, et j'avais donc roulé avec un seul moteur. Je savais aussi que les performances faibliraient rapidement, puisqu'on n'avait pas encore installé le régulateur de tension inventé par Pierre Couture. C'est l'appareil qui permet de maintenir la pleine puissance des moteurs, même quand la batterie est presque déchargée. La génératrice qui recharge la batterie, elle non plus n'était pas construite. Malgré tous ces handicaps, Pierre Couture avait surtout peur que sa voiture ait de trop bonnes performances. Il ne voulait pas que ses rivaux sachent à quel point il avait progressé. Ce vidéo interne, tourné quelques mois plus tard, montre comment on peut faire crier un pneu quand on débranche le logiciel anti-patinage. Ça, c'est du véhicule électrique. En fait, ces moteurs sont 3 fois plus puissants qu'ils ne le disaient. 95 chevaux par roue. Ici, on a écrasé le pneu sous une pression d'1/3 de tonne pour l'empêcher de tourner. Le moteur peut quand même le déformer grâce à son énorme force de torsion, 1200 Nm. Ça, c'est même plus fort qu'un moteur de Corvette. À plein régime, ce gros 8 cylindres développe seulement 475 Nm, 3 fois moins qu'un moteur roue. Pourquoi toute cette puissance? Parce que Pierre Couture s'intéressait bien plus au freinage de sa voiture qu'aux accélérations. Il voulait des moteurs qui freinent avec la puissance d'un frein à disque et la précision d'un système ABS. Des moteurs qui récupèrent toute l'énergie du freinage. Voici donc sur le sol tous les éléments mécaniques que le groupe de traction Couture remplacerait dans cette voiture. Frein, moteur, transmission, différentiel, radiateur. Même la servo-direction perdrait sa raison d'être. Pierre Couture a fait breveter la possibilité d'actionner la direction simplement en jouant avec la poussée des 2 moteurs à l'avant. 2 mois plus tard, à la mi-février, il présente ses moteurs au nouveau patron du projet. Ces 2 personnes, Jacques Germain et Daniel Perlstein, ont déjà leurs entrées à Détroit, où ils discutent au même moment de la pile à cep, une autre invention d'Hydro-Québec. Ils doivent convaincre les grands de l'automobile d'investir une autre 30aine de millions dans cette batterie tout en plastique. Où en sommes-nous rendus au niveau du calcul des forces, des contraintes sur les pièces? L'équipe fonctionne donc à plein régime. Les chercheurs se réunissent alors chaque semaine pour faire le point avec Pierre Couture. Tout progresse tellement bien qu'on prévoit installer sur la voiture un groupe de traction complet dès le mois de septembre. Là, on va le monter à 300 volts en mettant le survolteur en bas. À la mi-mars, par exemple, le premier prototype du régulateur de tension passe les tests haut la main. À partir d'une simple batterie de 24 volts, il peut fournir 300 volts au moteur. Il restait quand même un problème majeur dont on a peu parlé. Il s'agit de cet appareil qui transforme le courant continu de la batterie
en courant alternatif. Il devait encore être miniaturisé et intégré dans la roue. Il fallait le comprimer dans 4 petits boîtiers à l'intérieur du moteur. D'après plusieurs experts, c'était impossible. Pourtant, à la fin juin, mission accomplie. Pierre Couture présente au président d'Hydro-Québec le premier exemplaire de ses convertisseurs miniaturisés. Réussite aussi sur le front des brevets. À l'été 95, l'équipe de Pierre Couture a décroché pour Hydro-Québec 7 brevets américains. D'abord, des brevets sur l'ensemble du groupe de traction et sur le moteur roue. Ensuite, les brevets se sont faits de plus en plus précis. Équation d'impulsion électrique, détail des bobinages, mini-convertisseurs. En somme, tout allait rondement. Pourtant, en août 95, Hydro-Québec abandonne son projet de voiture électrique. Que s'est-il passé? Donc, là, je dirais qu'on ne le voit pas, là, mais à l'intérieur des roues, le seul lien qui existe entre À la conférence de presse de décembre 94, le président d'Hydro-Québec, Armand Couture, déborde d'enthousiasme. Bon voyage en Californie et mes félicitations. Mais 8 mois plus tard, quand il visite le laboratoire avec son conseil d'administration, le ton a complètement changé. Ça vaut combien, là, cette affaire-là? Si demain matin, puis on vend ça. On va aller en appel d'offres, on va dire, vous allez mettre votre produit en vente. Ouais, ça va coûter 10 millions, 20 millions? Entre 5 milliards et 0. Là, nous autres, il faut décider si au début, on poche des fonds additionnels considérables, donc on est un petit peu hésitant. Une solution, c'est de vente. C'est compliqué, on sait. Si quelqu'un va investir, je regarde les compagnies qui veulent développer ça, ils vont investir des centaines de millions. Nous, on a des petits poids, on va mettre 500 000, 1 million dans l'autre, tout ça. La différence, c'est que nous, on a la solution. On ne va pas la chercher. Si on l'a, on est capable de vendre. Aux yeux des chercheurs, c'est l'histoire de l'avion Arrow qui se répète. Dans les années 50, les ingénieurs canadiens avaient construit le meilleur avion de chasse au monde. Mais notre gouvernement a préféré le détruire plutôt que d'affronter les Américains. L'équipe de Pierre Couture, elle, refuse de capituler. Elle proteste auprès de la haute direction. Mais surtout, elle entreprend de documenter sur vidéo les vraies performances du groupe de traction. Le 7 juillet est cette puissance. La puissance du moteur n'est pas de 25 kW comme on le disait, mais de 70. La semaine suivante, test d'accélération avec 2 des 4 moteurs. 80 km/h après 10 secondes. Un peu décevant. C'est que la batterie n'est pas à la hauteur sans son régulateur de tension. Le 3 août, l'équipe montre l'étonnante génératrice qu'elle a inventée pour recharger la batterie. La génératrice, c'est ce petit cylindre avec des ailettes. Elle est entraînée par un moteur roue branché sur une boîte de vitesse et des appareils de mesure. On va donc allumer 204 ampoules de 100 watts, plus de 20 kW de lumière, assez pour fournir un petit village du tiers-monde ou pour chauffer une grande maison pendant l'hiver. Un de cette génératrice. La génératrice est branchée sur fond de lumière. Le vacarme ici ne vient pas de la génératrice. Il vient de la boîte de vitesse qu'on a dû ajouter pour la circonstance. Les créateurs ont donc posé pour la postérité. Ils avaient construit et testé tous les éléments du groupe de traction. Il ne restait plus qu'à les installer sur le prototype. Pourtant, le conseil d'administration d'Hydro-Québec, sachant tout cela, ordonnait le jour même qu'on travaille uniquement sur le moteur et qu'on oublie le reste. La semaine suivante, Pierre Couture abandonne la direction du projet et 17 de ses collaborateurs rédigent une lettre de protestation. C'est qu'on se retrouve avec un moteur d'auto qui ne peut même pas servir sur une auto sans les autres composantes.
serait-ce pour l'offrir à la compagnie Bombardier? Si on mettait le moteur sous un train ou un métro, on n'aurait pas besoin du groupe de traction complet. Les explications d'Hydro-Québec? Écoutons Jacques Germain, qui, à la même époque, obtenait des grandes lotos un investissement de 60 millions dans la pile à cèpe. On est tout petit l'hydro comparativement à GM, Ford et Chrysler. Puis, il faut faire comme de la guérilla technologique, se concentrer là où on est fort, puis aller très vite, protéger la propriété. Protéger la propriété intellectuelle? L'équipe de Jacques Germain n'a obtenu aucun brevet depuis que Pierre Couture a été écarté. D'ailleurs, la génératrice dort sur une tablette, même pas brevetée. Aller très vite? Ford est allé vite. En construisant la Synergie 2010 avec des moteurs roues et une génératrice. Chrysler est allé vite en construisant l'Intrépide ESX, un autre prototype à moteur roue avec génératrice dans le coffre. Par contre, Hydro-Québec piétine sans les inventeurs. Le moteur n'est pas encore au point, même si on a dépensé autant d'argent que Pierre Couture en demandait pour terminer le groupe de traction au complet. Il n'y a encore ni acheteur, ni partenaire. On s'interroge même sur l'avenir du projet. Et, dépendant de toutes les réponses à ces questions-là, le coût, les partenaires, etc., l'entreprise aura à décider si oui ou non il y a une phase de recherche complémentaire qui pourrait nous amener à un moteur commercial. Sinon, on pourrait décider de fermer le projet. Oui. Oui. Avec le nouveau président d'Hydro-Québec, André Caillé, changement de discours. Et moi, je suis optimiste. Encore une fois, je ne suis pas prêt à lancer la serviette sur le moteur roue. On va aller jusqu'au bout de cette expérience-là. Il s'agit là de mettre les meilleurs cerveaux, les meilleures têtes ensemble. Les meilleures têtes? Ne serait-ce pas les inventeurs, ceux qui ont conçu le projet et qui l'ont donné à Hydro-Québec? Pourrait-on ramener ces créateurs, leur permettre d'achever leur travail? Eh bien non, même si Pierre Couture et quelques autres sont toujours à l'emploi d'Hydro-Québec. Qu'il y a eu de la bisbille, c'est l'évidence. Il y a des chercheurs, oui, c'est une expression que je ne connaissais pas. Il y a des chercheurs qui quittent le projet ou le travail sans quitter l'emploi. Effectivement, vous avez raison. Je me suis surpris, ça, c'est arrivé, effectivement. Et à cause d'une relation qui était totalement insatisfaisante, à l'évidence, pour eux, relation avec les gestionnaires. Puis peut-être du côté des gestionnaires, mes prédécesseurs, il y avait peut-être une opinion semblable à savoir qui s'était requis. En fait, j'en sais rien. Je ne l'ai pas demandé. Je trouve pas ça important de le savoir, qui était requis de changer ces personnes-là. Moi, quant au passé, là, je ne peux pas rien y changer. J'ai rencontré M. Couture, oui, puis il m'a expliqué ses raisons. Je reçois ces raisons, mais encore une fois, moi, en ce qui concerne le passé, hélas, je suis comme tous les autres, j'y peux rien, carrément rien. Si vraiment Hydro-Québec n'y peut rien, est-ce que ça met fin au projet d'une industrie québécoise de l'auto électrique? Nous tenons à souligner que la direction d'Hydro-Québec a refusé de nous accorder une interview dans le cadre de ce reportage et qu'elle a donné ordre à ses employés de ne pas nous parler. Les extraits d'interviews que vous venez de voir proviennent de tournages qui ont été effectués il y a plusieurs mois par Découverte et par d'autres équipes de la Société Radio-Canada, mais qui n'avaient pas encore été diffusés. Ici Radio-Canada.